Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons la sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine bâti rural dans les Vosges, où le meilleur côtoie parfois le pire. Nous sommes à Épinal, au siège de la délégation vosgienne de Maisons Paysannes de France, avec sa présidente. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Dominique Médy, bonjour. Bonjour. Dominique Médy, la délégation vosgienne de Maisons Paysannes de France est installée dans les anciennes casernes du quartier Magdeleine. C'est pas très paysan, ça, dites-moi. Ah, d'accord, c'est pas très paysan. Mais finalement, qui étaient les soldats autrefois? C'était bien des paysans. Bien joué. Et en plus, on est quand même dans l'ancien. Et on est quand même Voilà. dans un bâtiment du 19e. Alors, Maisons Paysannes de Lorraine, en réalité, Dominique Médy, c'est une délégation vosgienne de l'association nationale qui s'appelle Maisons Paysannes de France. Exactement, oui. Nous représentons Maisons Paysannes de France bien entendu, nous sommes pleinement en accord avec les objectifs de Alors, l'association de précisément, sauvegarde. quels sont ces objectifs, Dominique Médy? Alors, les objectifs, il s'agit d'essayer de sauvegarder l'habitat rural ancien. C'est-à-dire ancien, c'est l'habitat antérieur à 1948, parce qu'il a des spécificités par rapport aux constructions qui se sont faites après 1948, c'est-à-dire une fois qu'on s'est mis à utiliser de façon beaucoup plus importante le ciment pour la seconde reconstruction. C'est en fait la construction d'après-guerre, ce qu'on appelle généralement Oui. les constructions d'après-guerre. Beaucoup de dégâts dus au ciment. Dominique Eh Médy. bien, écoutez, j'ai une expérience effectivement par rapport au ciment. Donc, la reconstruction est passée par la maison de mes grands-parents. Et ça s'est opéré seulement à partir de 1956 et dans les dernières. Et elle avait été le PC allemand du quartier. Et un arbre avait quand même poussé dans la cuisine, je m'en souviens. Et les murs ont été refaits avec du ciment et l'humidité est petit à petit montée jusque sous le toit. Et on ne comprenait pas. Et la seule chose qu'on nous disait, c'était que pour que la tapisserie ne se décolle pas, il fallait mettre du papier au plomb. C'est-à-dire qu'en réalité, on renforçait l'impossibilité pour la vapeur d'eau de traverser le mur. Et comme il y avait du ciment à l'extérieur et à l'intérieur, c'était un cycle infernal. Ça fait comme un tuyau. Quel est l'état aujourd'hui du patrimoine architectural dans les Vosges, en ce qui concerne bien sûr le bâti, et plus spécifiquement le bâti paysan, Dominique Médy? Mais il reste beaucoup de belles choses. Puisque comme action, nous avons surtout la sensibilisation des habitants. Donc on va vers eux, on discute avec eux, ils nous ouvrent leurs portes. C'est extrêmement intéressant. Ils aiment bien qu'on s'intéresse à leur maison et on découvre des merveilles. Le problème peut commencer quand on a des gens qui s'installent à la campagne sans avoir la fibre amoureuse et qui veulent peut-être à moindre frais parce qu'ils peuvent le faire eux-mêmes avoir une maison qui a quasi un look à moitié contemporain et à moitié pas contemporain. C'est un petit peu comme si on habillait une petite vieille avec une robe de mariée, quoi. Il n'y a pas d'âge. En même temps, Dominique Médy, on ne va pas jeter la pierre, c'est le cas de le dire, uniquement aux néo-ruraux. On voit aussi beaucoup de fermes abîmées par les occupants, quelquefois de plusieurs générations. Oui, ça c'est la ferme dont on a hérité et qui comporte énormément... Enfin, ce sont des bâtiments vastes et on ne peut pas tout habiter. Et en général, effectivement, le monde rural a fait une mutation telle
que la surface travaillée demande des engins qui ne correspondent pas au bâtiment. Faire rentrer la moissonneuse-batteuse. Bon, on la met quand même sous des tôles maintenant, mais on met ce qu'on peut dans la ferme dont on a hérité et qui peut servir à abriter. Alors effectivement, on l'entretient maigrement et quelquefois c'est une catastrophe. Cela dit, j'ai vu dans un village pas loin de Mirecourt, bon, je ne le citerai pas. Il y a une quinzaine d'années, il y avait beaucoup de... Ce sont des petites fermes qui servaient à engranger, un vieux tracteur, etc. Mais la proximité de la ville de Mirecourt a fait qu'il y a eu des propositions d'achat. Et j'y suis repassée récemment. Les maisons ont été réhabilitées et de façon plutôt correcte. Donc il y a un espoir. C'est plutôt encourageant. Ouais. On n'est pas loin de l'Alsace, Dominique Médy. On sait l'attachement des Alsaciens à leur patrimoine architectural et bâti en particulier. On voit aussi en Lorraine de très belles choses, vous venez de dire, oui. Avec quand même, peut-être, c'est pas être méchant à l'égard des Lorrains en particulier, mais allez, il y a une différence dans le traitement. Ça tient à quoi ? Je pense que ça tient au fait que les Alsaciens ont bien compris que leur patrimoine avait une valeur économique et ils savent bien ce que c'est que le tourisme. Ils ont bien intégré ça, mais c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire intégrer au niveau lorrain. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ils ne pensent pas que c'est un beau patrimoine. Alors de temps en temps, ils se mettent à lui donner une petite touche souvenir du Périgord en oubliant de faire un enduit et en découvrant les pierres parce qu'ils aiment les pierres. Bon, c'est une façon de faire. Ça veut dire que les pierres apparentes ne sont pas caractéristiques pas du tout. des Non, pas du tout. En général, les pierres sont gélives. Le grès est gélif. Elle gèle en hiver et c'est pas bon pour la maison. Alors bon, voilà. Maintenant, cela dit, nous avons des Alsaciens qui viennent dans les Vosges parce que apparemment, les fermes se vendent, moitié prix de ce qui se vendent en Alsace. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de monde dans les Vosges qu'en Alsace. C'est peut-être une opportunité de salut. Oui, sans doute. Dominique Médy, la délégation vosgienne de Maisons Paysannes de France fait beaucoup de choses. On va essayer de résumer, on va aller bien sûr avec vous sur le terrain, voir des réalisations, plutôt bien ou plutôt moins bien. Comment vous pourriez résumer l'ensemble de vos activités ? Ce sont des activités de sensibilisation à l'égard du public, parce que nous pensons que les erreurs de traitement du bâti ancien sont dues à la méconnaissance du fonctionnement de ce bâti. Et c'est un fonctionnement extrêmement particulier qui n'a strictement rien à voir avec le système architectural contemporain, quel qu'il soit. Voilà. Mais est-ce que votre action, Dominique Médy, se limite à la sensibilisation, ou est-ce que si j'achète, moi, une vieille ferme et avec l'intention de ne pas faire trop de bêtises, je peux venir vous voir et avoir des conseils, des informations ? Oui, on essaye de donner des conseils. Voilà. Bon, on va dire que c'est dans l'ordre de la sensibilisation parce qu'on n'a pas de chantier d'initiation pour le public. Il faut rappeler que c'est une association constituée uniquement de bénévoles. Combien d'adhérents aujourd'hui, Dominique Médy ? Alors, nous avons à peu près une centaine d'adhérents et nous sommes à peu près entre 12 et 14 administrateurs à être particulièrement actifs, on va dire. Alors, vous parlez d'administrateurs, nous avons avec nous Daniel Leroy, notamment sur les productions de la délégation vosgienne de Maisons Paysannes de France. Daniel Leroy, bonjour. Bonjour. Daniel Leroy, vous êtes un des piliers du Chari. Le Chari, c'est le titre de la revue de l'architecture rurale et de la vie paysanne en Lorraine méridionale. Oui, effectivement. Enfin, le mot pilier, un peu, ça s'impose parce que voilà, on est avec les pierres, bien sûr. Je m'occupe moi principalement de la gestion du Chari. Alors le Chari, c'est la revue vosgienne de Maisons Paysannes des Vosges, bien sûr. Et sur cette revue, on peut faire passer énormément d'informations, y compris les comptes rendus des visites de village que l'on effectue, de l'ordre de 7 ou 8 par an quand même, ça marche. Il peut y avoir des dossiers un peu techniques sur des méthodes de travail qu'on peut utiliser à droite ou à gauche. Qu'est-ce qu'on peut
encore y trouver. Les articles sont illustrés, bien sûr, avec énormément de photos. Bon, moi, j'y tiens particulièrement parce que, bon, c'est vrai que pour le lecteur, le texte c'est bien, mais avoir du visuel, je pense que c'est mieux. Bon, c'est mon idée à moi, je ne sais pas si elle est bonne, mais bon, voilà. Daniel Leroy, par rapport au patrimoine aujourd'hui rural vosgien, est-ce que vous avez le sentiment qu'on va plutôt dans le bon sens ou est-ce qu'il faut craindre pour ce patrimoine ? Dans le bon sens, oui, je dirais oui, parce que, bon, d'un naturel positif quand même, ça doit aller dans le bon sens. Bon, c'est vrai que c'est long. Maison paysanne des Vosges, ça existe déjà depuis 30 ans. On commence seulement à voir du positif se dessiner vis-à-vis surtout des municipalités. Alors justement, les maires dans les communes ont beaucoup de pouvoir. Est-ce qu'ils sont eux-mêmes sensibles à la préservation de ce patrimoine ? Tous, non. Voilà, il y en a quelques-uns, c'est vrai, qui sont bien sensibilisés. Et nous, de notre côté, avec l'association, donc dans le cadre de nos visites de village, on sensibilise davantage la population du village. Et par contrepartie, hop, le maire doit être partie prenante dans l'histoire. Dominique Médy, on va aller sur place avec vous et Daniel Leroy, voir précisément ce qu'est une restauration de bâtis anciens. Où allons-nous ? Mais je vous propose dans un premier temps d'aller à Fremy-Fontaine, c'est chez un adhérent. Et il a refait une ferme de 1719. Et ensuite, nous irons à Bu, qui est un village extrêmement riche. Eh bien, on y va. Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont 3 maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant, la cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin, madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, et vêtement par vêtement, petit à petit, et vêtement par vêtement. Ils habitent à Paris des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, 4 murs et un toit. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux 4 heures. Finis tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère,
les enfants à table, écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Nous venons d'arriver à Frémy-Fontaine, chez Jérôme Balland, maraîcher bio. Avec vous, Dominique Médy, présidente de Maison Paysanne des Vosges. On cherchait un exemple bien de ce qu'il faut faire précisément pour protéger ce patrimoine. Pourquoi nous avoir emmenés jusqu'ici, devant la maison de Jérôme Balland, Dominique Médy? Très précisément parce que effectivement c'est une restauration qui suit les règles de la restauration. On parle de restauration de bâtis de maison. De bâtis de maison, bien entendu, oui. Et c'est une ferme du tout début du XVIIIe siècle, 1718. 1718, c'est marqué au-dessus de la porte. Oui, oui. Gravé dans la pierre. Dans ce qu'on appelle un cartouche. Et la façade est intacte. Hein. Toutes les ouvertures sont là, ne sont pas abîmées, ne sont pas détériorées. Les volumes sont respectés. Voilà, les volumes sont respectés et les matériaux choisis pour refaire un enduit propre, puisque la maison était quand même n'avait pas été soignée depuis longtemps. Ce sont les matériaux même qui étaient employés avant. Donc le résultat. Dit que cette maison, on pourrait dire pratiquement, oui, ça pourrait ressembler. Beaucoup refaite, mais elle n'a pas bougé. Voilà. Bon, la seule chose sans doute, c'est qu'il n'y avait pas de volets au 18e, puisque les volets étaient intérieurs et qu'ils ont dû être posés après. Voilà. Cela mis à part, c'est ça. Dominique Médy, j'imagine que ça va vous faire très plaisir, d'une part, mais j'imagine aussi que en venant d'Épinal jusqu'ici, on a traversé plusieurs villages lorrains. Quelqu'un comme vous doit hurler finalement en voyant parfois certaines réalisations. Oui. Ah oui, il y a parfois des choix de couleurs extrêmement choquants pour une maison de cette époque. Et visiblement, les couleurs choisies ne correspondent pas à un badigeon à la chaux. Encore les couleurs, mais quand on déstructure complètement la façade. Bien entendu. Bien entendu. Ça, c'est la misère, mais bon. Dominique Médy, est-ce qu'on ne peut pas reprocher aux partisans du respect du patrimoine d'être finalement, je sens que vous n'allez pas aimer ma question, mais d'être figé à un moment donné dans le temps et de ne pas accepter une évolution naturelle de l'architecture? Je ne vois pas vraiment dans quel sens ça pourrait aller. Non, on a un bâtiment qui raconte une histoire. Alors, on va me dire, on pourrait la continuer, l'histoire, mais dans ces cas-là, on va faire une adjonction contemporaine. Mais je ne vois pas l'intérêt de se déstructurer un mur du 18e pour mettre des baies du 20e siècle. Dans ces cas-là, ce n'est pas la peine d'aller autant faire avec les matériaux contemporains. Autre chose. Mais ici, on a quelque chose qui est une construction harmonieuse. Par exemple, les deux fenêtres sont construites selon un axe de symétrie. Il y a un équilibre entre les ouvertures qui montre bien la partie habitation, la partie engrangement et la partie étable, qu'on appelait écurie. Bon, c'est ça qui fait la cohérence de l'ensemble. À partir du moment où on intervient et qu'on commence à faire des ouvertures 21e siècle, ça devient incohérent. Et surtout que ça signe aussi un territoire. Alors, les éléments remarquables des maisons, effectivement, sont la caractéristique du territoire. Maison Paysanne des Vosges, Dominique Médy ne s'intéresse a priori qu'aux façades, qu'à la partie visible. Oui, parce qu'à la limite, on n'est pas censé entrer chez tout le monde. Mais si un particulier demande des conseils pour l'intérieur, bien entendu qu'on peut l'aider. Alors c'est ce qu'on a fait quand même chez Jérôme Balland, on peut le dire, et on s'aperçoit que l'ancien se marie parfaitement avec tous les éléments de confort et de modernité. Absolument, l'ancien s'isole, mais avec des matériaux compatibles avec les matériaux anciens. C'est-à-dire si possible déjà, il faut nécessairement
de la chaux et pas du ciment, car il faut absolument que les murs de ce type de bâti puissent laisser passer la vapeur d'eau. Sinon, on va se créer des désordres épouvantables. Voilà. Ensuite, ce sont des matériaux qui vont donner des couleurs qui se marient avec ce bâti. Et bon, de toute façon, là, cette fois-ci, on est quand même dans la mode, puisque c'est un retour aux badigeons à la chaux, aux enduits à la terre. Dans certains milieux, on en entend beaucoup plus parler que du ciment. Donc finalement, peut-être que ces maisons sont d'avant-garde. Bien joué. Tout un confort aussi de vie intérieure. On sait aussi tous les dégâts aujourd'hui de santé, environnement qu'on évoque assez régulièrement dans Durablement Vôtre. On va profiter quand même d'être accueillis ici par Jérôme Balland. Jérôme Balland, bonjour. Bonjour. Alors on est là devant votre maison avec cette magnifique façade. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire des travaux que vous avez effectués ici? Parce qu'il y a eu, je crois, elle était dans un assez mauvais état. Oui, on ne va pas dire qu'elle était en ruine, puisqu'il y avait encore le toit, sauf sur la partie, l'extension 19e. Mais il y a eu des gros travaux. La toiture, la charpente était bonne, heureusement. Il n'y avait même pas eu de chevron remplacé. Mais le gros souci, c'était surtout les murs, la maçonnerie. Hein. Il y a un mur vraiment qui penche, mur pignon. Il y avait des très grosses fissures. Et il y avait des enduits en ciment, donc en enlevant le ciment sur de la pierre de grès assez fragile, il y a en tout, entre la façade et le mur pignon sud, 25 mètres carrés de maçonnerie qui ont tombé. Donc il a fallu tout reconstruire avec des pierres de récupération, etc. C'était vraiment le gros travaux, sans parler des enduits après en finition. Donc il y a un gros travail de reprise de maçonnerie. Voilà. Avec aussi des endroits où vous avez dû tricher un petit peu. Comment ça? Eh bien, notamment le montant, là, par exemple, sur la porte. Voilà, oui, il y avait un montant. On était obligé de faire un montant assez large, ferraillé, parce qu'il y a le mur vraiment qui partait. Il y a eu un ancien tyran qui était apporté certainement après la Deuxième Guerre mondiale, mais ça ne suffisait pas. Donc à ce moment-là, j'ai reteinté le coffrage béton, parce que c'était un peu trop onéreux de remettre tout en pierre, quoi. À propos d'onéreux, est-ce que ça coûte plus cher, beaucoup plus cher, très cher, de reprendre une maison comme la vôtre du 18e, Jérôme Balland? Ça dépend de ce qu'on fait. Je vois des rénovations, ce que j'appelle pas, c'est des restaurations. Des rénovations qui sont à mon goût très mal faites, qui vraiment, et là c'est très coûteux. Ça reviendrait des fois moins cher de laisser les choses comme elles sont, quand on voit certains aménagements. Après, moi, dans mon cas, je suis maraîcher, donc je dispose de 420 mètres carrés de surface sur 2 niveaux. J'en fais, donc dans les 420 mètres carrés, il y a ma surface habitation qui est de 100 mètres carrés sur 2 niveaux. Le reste, si je faisais 300 mètres carrés de hangar pour stocker mon matériel, mes légumes, ça me coûterait bien plus cher que tout ça. Donc là, je suis gagnant. Ouais. Donc ça me revient moins cher. Jérôme Balland, c'est une maison de famille que vous avez achetée? Voilà, oui, maison de famille. Oui. Maison de famille. Quand vous avez décidé, alors j'imagine que ça a toujours été le cas, vous avez toujours décidé de restaurer cette maison ou de la rénover. Oui. D'ailleurs, à propos, quelle différence entre rénovation et restauration? En restauration, une bonne restauration doit demeurer invisible. En fait, même en ayant des très gros travaux comme c'est le cas, on peut même pas trop s'imaginer qu'il y a eu tout ça. Et il y a des choses, même après quelques années, la patine s'installe, on ne le voit pas, comme les murets tout à l'heure, vous m'avez fait la remarque. L'abri de fontaine qui a même carrément été complètement reconstruit. Voilà, mais après, rénovation, là c'est vraiment, là pour moi c'est le massacre. Voilà, carrément, j'ai pas peur de le dire. Donc ça a toujours été votre intention de reprendre cette maison. Comment on s'y prend face à un tel chantier, parce que j'imagine que aujourd'hui il est probablement plus facile de construire en agglo que de prendre en compte ce genre de patrimoine. Comment vous avez procédé? Faut aimer se creuser la tête déjà, hein, c'est un peu compliqué. Voilà. Après moi je suis pas trop bien placé pour en parler de ça, parce que la passion l'emporte toujours. C'est des fois un peu ce qui me pose des soucis, mais non, moi après c'était vraiment une passion, c'est une belle aventure. On n'est pas obligé d'en faire autant, quoi, je veux dire, mais au moins conserver au moins l'extérieur, quoi, ça c'est important. On peut faire des très beaux aménagements contemporains. L'intérieur, on peut allier l'ancien et le moderne sans problème, avoir tout le confort moderne, il n'y a pas de souci. Et même, je pense qu'il y a même plus de confort qu'une maison moderne. L'intérieur, vous n'avez pas besoin de clim en été, c'est frais. Contrairement à ce que peut penser, l'hiver, ça se chauffe bien. Ça, c'est vraiment une erreur. Et après, voilà, c'est agréable à vivre, c'est agréable sous les yeux. Et moi, dans tous mes clients qui viennent, même des gens qui ne sont pas très adeptes de l'ancien, ils s'y sentent bien. Parce que je suis maraîcher, voilà.
Est-ce que vous avez fait des émules autour de vous? Est-ce qu'il y a des gens qui, en ayant vu les travaux que vous avez faits ici, Jérôme Balland, se disent mais nous aussi on veut bien restaurer une malheureusement une pas assez à mon goût. Quelques-uns mais pas assez à mon goût. Et puis votre maison, Jérôme Balland, s'inscrit et continue une histoire. Voilà, oui, il y a 3 siècles, c'est le tricentenaire à l'année 1718. Donc c'était une maison qui était construite à but d'avoir une exploitation agricole, dont l'élevage. Elle l'a toujours été. Actuellement, c'est une autre exploitation agricole, mais je m'en sers sans l'avoir modifiée. Et ça tourne bien. Et voilà. Vous savez ce qu'on fera, Jérôme Balland? On viendra vous voir, mais cette fois-ci pour votre activité de maraîchage bio. Merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habitent le 5e rang. Vous pouvez pas les manquer, prenez le chemin pas pavé. Près de la maison, vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, Mahoudras sont habillés. Il dira, mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont frais cirés, on ose à peine marcher. Un bouquet de fleurs des champs embaume l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents, ce que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Sitôt que vous serez entrés, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper car ce soir il y a une veillée. On vide la chambre des garçons, roule le tapis du salon, hurle le pain, tire une bouffée en attendant les invités. Les voisins arrivent gaiement avec leur douzaine d'enfants. On monte en haut les coucher, cinq par il faut les tasser. Quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans bruit. On descend le cœur joyeux en attendant les violoneux. Parce que c'est gai dans nos veillées, la vie a du bon dans nos vieilles maisons. Pour ceux qui prennent un petit coup, papa sort son caribou. Quand on est bien réchauffé, on s'invite pour danser. Petit Joe avec Joséphine, le grand Arthur puis Caroline, Thérèse avec Poléon, puis tous les maîtres de la maison. Les violons sont accordés, les musiciens tapent du pied. C'est Fritine qui va coller le premier set de la veillée. Swingez-là, susplanchez-là, les gigueux sont fatigués. Thérèse qui étouffait est allée ôter son corset. Dans son gaiement, c'est le bon temps du ricodon dans nos vieilles maisons. Quand c'est le temps du réveillon, la vieille a fait des crotons, du ragoût de pâte de cochon, la tourtière et du jambon. Pour dessert sur la table, notre bon sirop d'érable, des beignes de la crème d'habitant, les seins du chanvre de cran. Maintenant qu'on a trop mangé, on peut à peine souffler, des histoires à raconter, on dira ça fait digérer. Déjà 5 heures du matin, la veillée tire à sa fin, on réveille les enfants, on dit au revoir en boyant. Nous avons quitté la très belle maison de Jérôme Balland à Frémy-Fontaine pour reprendre la route, nous rapprocher un petit peu de Rambervillers, cette fois devant une très vieille maison à Bult. On voit bien qu'elle est en très mauvais état. Nous sommes toujours avec Dominique Médy et Daniel Leroy de l'association Maison Paysanne des Vosges. C'est une maison 16e, me disiez-vous, Dominique Médy. Alors évidemment, vous êtes une experte. Quand on n'a pas l'œil, à quoi reconnaît-on une maison du 16e ici en Lorraine ? Donc effectivement, c'est une maison qui date du tout début du 17e, mais le temps que les modes arrivent à la campagne, c'est une maison qui porte toutes les marques du 16e siècle de la Alors Renaissance. à quoi voyez-vous ça, Dominique Médy ? Donc maison de 1605. Ça, c'est parce que vous le lisez. Ça, je le lis, d'accord. Alors le reste, c'est une maison dont les fenêtres étaient à meneaux. Pour commencer, les meneaux ont été cassés à certains endroits. Par exemple, les meneaux, Dominique dans le meneau, il s'agit de fenêtres qui sont plus larges que hautes et qui, en leur milieu, portent une colonne en pierre. Ça, c'est le meneau. Voilà, c'est le meneau vertical. Il peut y avoir des meneaux horizontaux, mais ici, il n'y en a pas. Donc uniquement des meneaux verticaux, et la fenêtre que l'on voit devant nous, qui a été en partie un peu abîmée et rétrécie surtout, on voit
le sommet du meneau sur le linteau, dans la façon de traiter les aplats. Et à un moment donné, il y a une intervention, c'est perpendiculaire, on voit l'amorce du meneau. Qu'est-ce qui fait qu'à cette époque-là, Dominique Médy, on fabriquait des fenêtres à meneaux plutôt que des fenêtres peut-être plus rectangulaires? Alors d'abord, on construisait, non, pas tout le monde ne faisait pas ça. Non. Ça, c'est une ferme, enfin une maison très riche. Il fallait être très riche pour faire ça. Il y a énormément de travail de sculpture. Et c'est une époque... C'est une extérieur de richesse. Oui, où on souligne l'horizontalité. Si vous allez à Rambervillers, il y a un certain nombre de maisons de cette époque et c'est le même jeu. On souligne beaucoup les horizontalités avec ces lignes sculptées que vous voyez là, avec soit les linteaux, voilà, les rebords des fenêtres qui soulignent aussi. Il y a une sorte d'appui mouluré, des moulures qui soulignent aussi l'horizontalité. Et tous les travaux de la pierre, évidemment, nécessitent des moyens pour pouvoir les réaliser. Absolument. Non, les agriculteurs de l'époque ne faisaient pas ça. C'est plus vraiment une maison paysanne. C'est une maison rurale. Vu la quantité d'engrangement qui était dédiée quand même à la vie agricole, mais quelle vie agricole, je ne sais pas. Est-ce que c'était un riche paysan ou une maison d'ordre religieux, une maison d'abbaye, une ferme d'abbaye, c'est possible aussi. N'oublions pas qu'on récoltait la dîme à l'époque. Absolument. Et qu'il fallait beaucoup d'engrangement. Dominique Médy, ça peut être possible. Hein. Vous, présidente de Maison Paysanne des Vosges, vous êtes déjà intervenue pour cette maison qui est quand même, il faut le dire, aujourd'hui dans un très mauvais état. Elle a beaucoup souffert, ouais. Oui, quand on a découvert, quand on nous a signalé le problème de la maison, on a demandé au service de l'inventaire d'intervenir et tout un réseau s'est développé pour essayer de redresser la situation. Mais visiblement, ce n'est pas encore parvenu parce que vous ne disposez-vous d'aucun moyen juridique coercitif pour sauver ce type de patrimoine? Non, on ne peut pas. Alors, ensuite, je crois que normalement, qu'une association peut demander un classement ou une inscription, mais c'est pas ça qui va faire que la maison va tenir debout. Hein. Bon. Est-ce que vous êtes confronté à beaucoup de situations similaires, par exemple dans les Vosges, Dominique Médy, est-ce qu'on trouve encore comme ça beaucoup de maisons qui ont un cachet fou, qui ont 300-400 ans et qui sont laissées à l'abandon? 400 ans, je pense que tout de même, elle est dans les plus vieilles et dans les interventions des services de l'inventaire, il y a eu une analyse dendrochronologique de la charpente et des bois et les bois sont de même époque. Dites-nous un mot sur l'analyse dendrologique, Dominique Médy. Une analyse dendrochronologique, c'est l'estimation de l'époque à laquelle les bois ont été coupés. Voilà. On est capable un travail d'archéologie, on est capable de dater. Donc là, on est devant une situation exceptionnelle. Ça veut dire que c'est une maison, même si elle a été reprise, même si on voit que, même si au 19e siècle, par exemple, en face de nous, il y a une fenêtre qui a été réouverte, la toiture, rien n'a été touché sur la toiture, ou pas grand-chose, voilà. Alors je sais qu'elle possède, pour l'avoir visitée à l'intérieur, une poutre moulurée en sapin, comme il y en a au château de Gircourt, je crois. Voilà, il y en a d'autres, des maisons. J'en connais d'autres qui sont en chêne, mais là c'était en résineux. Et puis cette maison dit aussi, rien que par sa façade, Dominique Médy, beaucoup de choses, parce que elle a été probablement en 400 ans remaniée. On voit des ouvertures fermées, d'autres fenêtres qui ont changé de forme. Bon, il y a des ouvertures aussi typiques du 16e comme celle-ci. Alors on est à la radio, Dominique Médy, il faut nous expliquer. On voit bien la porte piétonne par où on passait, mais au-dessus il y a une ouverture
carrés, et les ouvertures carrées sont typiques du XVIe. C'est l'imposte qui éclairait le couloir, l'entrée. Et à côté, on a exactement la même chose. On va se frayer un chemin. De l'autre côté de la porte de grange, on voit la même chose, mais avec un linteau beaucoup plus riche, parce qu'il y a des jeux de lignes qui n'apparaissent pas sur la partie droite. Voilà. On voit sur les montants de fenêtres aussi, Mehdi, un certain nombre de trous, d'anciennes, on Ouais. appelait ça des défenses. Je pense que c'était un jeu de grilles où les barreaux montants devaient passer à l'intérieur des barreaux horizontaux. Bon, je pense que c'est ça. Horizon. Voilà. On va dire. Oui, horizontaux. Dominique Mehdi, qu'est-ce que vous, au-delà de la sensibilisation des propriétaires, vous pouvez faire dans ce genre de situation? On reste un peu sans voix, c'est un peu difficile. Je veux dire, on sent que ça vous atteint. Oui, c'est vrai que ça nous atteint parce qu'elle est tellement exceptionnelle. C'est très très difficile. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Et bon, quand on a une sensibilité au patrimoine de cette époque-là, c'est vrai que ça fait mal au cœur, quoi. Voilà. Dominique Mehdi, on sent bien là que vous êtes très affecté par la situation de cette magnifique maison. On imagine que on aurait la chance d'être propriétaire. On peut imaginer, on peut rêver, on hérite de cette maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la réhabiliter. Pour l'instant, elle est réhabilitable. Il n'y a pas de souci. Elle n'est pas à moitié tombée. Il y a des choses qui sont cassées, mais on a vu sur la maison de Jérôme que certaines entreprises étaient capables de placer les ferrailles qui valaient à l'intérieur des pierres pour qu'elles tiennent debout. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des architectes, des techniciens, des maçons, qui sont capables de reprendre sans que ça coûte un bras? Sans que ça coûte un bras, ça c'est une autre histoire. Bon, maintenant, dans les travaux qui se voient de la voie publique, on a des aides. La Fondation du patrimoine peut aider, à condition que ce soit restauré dans les règles de l'art. Et le propriétaire, dans ces cas-là, peut défiscaliser. Et ça veut dire faire passer aux oubliettes la moitié du tarif. Pour tout ce qui se voit, ça veut dire maçonnerie, toiture, huisserie, enduit, etc. C'est tout de même impressionnant. Bon, cela dit, ça c'est vrai, il faut déclarer quelque chose aux impôts. Ça veut dire aussi que celui qui n'a malheureusement pas d'argent n'a pas de crédit d'impôt qui peut l'aider. C'est peut-être pas très juste à ce niveau-là pour sauver le patrimoine. C'est la valse du temps qui rend l'herbe si verte quand arrive le printemps sur les vallées ouvertes. Ne freinez pas l'envie de courir les chemins où la nature repose. Les couleurs une à une viennent égayer la terre, se reflètent dans l'eau des lacs et des rivières, ce pays en osmose, c'est les Vosges. Et la montagne est là, arrondie par les siècles, les dieux l'ont trop aimée, et bien usée peut-être, d'autres sont morts pour elle, comme une femme trop belle, jalousée de querelle. C'est la valse du temps qui fait pousser les fleurs sous le soleil qui danse tout l'été dans les cœurs. Des milliers d'amoureux viennent de tous les pays pour vivre quelque chose. Et les hommes dans les champs recueillent le fruit de la terre jusqu'à la fin du jour, dans la douce lumière, sous le ciel rouge et rose. C'est les Vosges. Et la montagne est là, arrondie par les siècles, les dieux l'ont trop aimée, et bien usée peut-être, d'autres sont morts pour elle, comme une femme trop belle, jalousée de querelle. C'est la valse du temps qui parfois est cruelle, elle enlève la vie en la rendant plus belle. C'est la dernière fête avant le grand sommeil,
il faut prendre la pause. De partout à la fois se réveillent les couleurs, l'automne rougit, jaunit, mais l'automne se meurt, ce spectacle grandiose, c'est les Vosges. C'est la valse de l'hiver, dans les tourbillons blancs, sous les gros pullovers, on regarde en flânant cette nature pétrifiée par la neige et le gel et la bise qui ose. On ne voit plus de terre sur cette montagne blanche, aux sapins plus de verre, mais des branches qui penchent, tout un monde se repose dans les Vosges. Dominique Médy, comment en arrivez-vous à devenir présidente de Maison Paysanne des Vosges? Je ne vais pas vous demander le processus d'élection, mais votre propre parcours. D'abord, il y a une chose qui est simple, c'est qu'il n'y a pas grand monde pour vouloir prendre la charge de président. Donc voilà, j'étais dans les plus jeunes, on va dire. Alors la question en fait sous-jacente, c'était quelle est votre motivation? Quelle est la motivation? Mais c'est vrai que je suis quand même amoureuse du bâti ancien. En fait, j'ai quasiment toujours vécu dans des maisons anciennes, sauf pendant peut-être 3-4 ans, où c'était avec les parents un appartement neuf, mais sinon tout le reste... Et vous avez une formation ou un métier en rapport avec le bâtiment Alors, ancien? Le métier, non, mais un bout de formation, un certificat d'archéologie qui a peut-être orienté le regard. Parce que c'est d'abord une question de regard, je crois, l'amitié qu'on peut avoir pour le bâti ancien. Et vous savez d'où ça vous vient? J'ai été éduquée dans des maisons anciennes et des maisons dont les parents respectaient la structure, admiraient certains éléments. On aurait pu imaginer, Dominique Médy, qu'au contraire, ça génère un rejet. On se dit, bon, allez, c'est bon, le vieux, l'ancien, je veux une maison moderne, d'après-guerre, justement. Non. Je sais pas, c'est une question, c'est une question de goût et une fois que j'ai volé de mes propres ailes, je me suis amusée à vivre dans des lieux différents, un béguinage, un appartement dans un château. En fait, ce sont toujours des beaux lieux, dans des beaux endroits. Il y a des environnements toujours très sympathiques et les grands-parents habitaient une vieille ferme. Il y avait tout ça. Que faites-vous aujourd'hui, Dominique, dans la vie? Je suis retraitée et... dans quelle activité? J'étais enseignante. Dans quel domaine? Le français et les langues mortes. Vous n'avez jamais regretté de ne pas plutôt faire carrière, je ne sais pas, dans l'architecture, par exemple, ou le bâtiment, pour pouvoir vous consacrer à cette passion? Ça comporte un aspect mathématique et physique dans lequel je suis peut-être beaucoup moins experte. Durablement vôtre, Éric Mutschler. J'imagine que pour vous, Daniel Leroy, c'est un peu le même parcours. Personne en général ne veut prendre en charge le poste de trésorier d'une association. Oui, ben voilà, c'est ça, c'est un peu comme Dominique. Voilà, bon, il y avait plus de trésorier et bon, ben, je me suis proposé. Alors, même question que pour Dominique Médy, votre parcours, vos motivations à vous investir à ce point dans l'association Maison Paysanne des Vosges, Daniel Leroy. Oui, ben c'est dans les années 90, mon épouse étant enseignante, a fait venir dans son école M. Jean Mougin et son équipe de Maison Paysanne des Vosges pour sensibiliser les enfants de l'école. Et moi, j'avais été invité par mon épouse, justement. Et c'est là que je suis tombé dedans. Je suis devenu amoureux des vieilles pierres et des vieilles maisons. Et tout de suite après, ben, j'ai fait partie de l'association. Et puis, pratiquement, dans l'année qui suit, je suis tombé administrateur. Mais bon, j'ai aussi... J'aime beaucoup l'expression « tomber administrateur ». Voilà. Daniel Leroy, vous êtes aussi à la retraite dans une activité professionnelle en rapport avec le bâti ancien?
Non, pas du tout. Non, j'ai une formation de photographe. Donc, j'ai un CAP de photographe que j'ai laissé tomber à un moment donné. Mais enfin, ça m'est quand même bien utile maintenant pour faire les photos pour Maison Paysanne des Vosges. Il y a de bons restes. Et puis, après, j'ai eu une carrière de papetier à la papeterie d'Arches. Voilà. Vous êtes propriétaire, vous occupez vous-même une ancienne ferme? Oui, je suis propriétaire d'une ancienne ferme. On a eu le bonheur de récupérer la maison natale de mon épouse, qu'on a remis en forme parce que elle commençait à être un petit peu délabrée. Donc on a refait comme on a pu la maison et on est très heureux dedans puisque en plus avec l'association Maison Paysanne des Vosges, tout ça c'est cohérent. Tout est cohérent. Oui. Vous évoquiez Daniel Leroy le fait de cette rencontre avec le fondateur de Maison Paysanne des Vosges. Ça veut dire qu'avant vous n'aviez pas cette sensibilité? On ne peut pas dire comme ça. Si. Parce qu'en tant que photographe, on a quand même une sensibilité. On sait regarder les belles choses, on trouve des beautés qui sont cachées, bien souvent, du commun des mortels. On arrive à débusquer tout ça. Alors je pense que ça a participé à ma venue à Maison Paysanne. Et puis en plus, à cette découverte avec M. Mougin. Donc voilà, tout a été... Et puis toute son équipe, parce qu'il y avait déjà une bonne équipe, bien structurée, avec des architectes et tout. C'était parfait. Et là, je suis rentré avec eux et j'y suis toujours. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Nous sommes revenus dans les locaux de Maison Paysanne des Vosges, la délégation vosgienne de Maison Paysanne de France. Dominique Médy, en tant que présidente de cette association, vous êtes plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? On peut avoir les deux. Je vais commencer par le coup de cœur. Alors, c'est pas c'est des coups de cœur. Quand par exemple le bâti ancien et l'environnement qui a été créé autour de ce bâti ancien se correspondent complètement et que on a réussi à créer une atmosphère légère, qui soit pas guindée, qui soit pleine de naturel, avec j'ai deux exemples. Par exemple, à Matincourt, qui est pas loin de chez moi, il y a sur une petite place très citadine, parce que ce sont des maisons très groupées, il y a pas beaucoup d'air entre les maisons, des petites ruelles. Il y en a qui ont imaginé de planter des pêchers au pied des pivoines. C'est magnifique. Bon, tout simple. Un autre petit quartier qui est sur les bords du Madon, mais un petit quartier peut-être très simple, de toutes petites choses. On laisse pousser la vie, comme ce qu'on voit sur les vieilles cartes postales. On ajoute des fleurs, mais les vieilles fleurs des jardins des grands-mères, ça pousse tout seul. Ça donne une allure extraordinaire. Voilà. En même temps, Dominique Médy, est-ce qu'on n'est pas là aussi sur un phénomène presque marginal où finalement, quand on voit l'urbanisation galopante, il faut toujours rappeler que l'équivalent de la surface d'un département français disparaît sous le béton tous les 6 ans et demi. Le pied de vigne ou le pêcher, il doit se sentir bien seul, non? Le problème est que c'est l'urbanisation qui est différente. La civilisation qui correspondait à cet habitat-là, au niveau rural, était une civilisation où on partageait. On était obligé, il n'y avait pas d'autre moyen. En plaine en particulier, les habitats sont souvent plus ou moins jointifs. Donc voilà, avec un espace qui n'était pas privatif sur l'avant, donc il n'était pas question de mettre des barrières. Aujourd'hui, quand on compare, quand on regarde le plan cadastral, la civilisation d'aujourd'hui, c'est l'individualisme avec la petite maison sur le petit carré et je mets des barrières tout autour. Dis-moi comment tu habites, je te dirai qui tu es. C'est un peu ça. C'est vrai, Dominique Médy, quand on est ici au siège de l'association Maison Paysanne des Vosges, vous avez toute une série de panneaux qui présentent de très très belles choses. Des fois même, alors là on reprend un peu l'image du pêcher ou de la vigne, des petits détails que bien souvent les habitants eux-mêmes ne connaissent pas. C'est exactement ça. Très souvent. Quand on a fait l'action de sensibilisation qui consiste en une exposition, une conférence et la visite du village, et les gens nous disent « Ah bien, on ne voit plus le village comme on le voyait avant. S'ils ne nous le disent pas à nous, ils vont le dire au maire.
qui éventuellement peut nous le redire. Et j'ai même vu une fois quelque chose de drôle. Et j'avais photographié un détail, ça devait être une serrure ou quelque chose comme ça. Et le maire ne voyait pas du tout où était la serrure. Eh bien, il a repris sa bicyclette, il est allé faire le tour du village et il est revenu très embêté parce qu'il l'avait vu nulle part. Vous faites beaucoup de soirées de sensibilisation avec du monde qui s'y intéresse, du monde qui pose des questions. Est-ce que par la suite, précisément, vous disiez, les habitants voient leur village autrement et surtout, est-ce qu'ils le protègent autrement ? Ça, la protection, elle est sur le long terme. Si la municipalité part dans ce sens-là, et j'en connais une qui en particulier qui a fait ça, les gens suivent. Ouais. C'est très long à mettre en place ce type de sensibilisation en tant qu'action. Ça demande une analyse du village, ça demande des rencontres avec les gens. Ça demande des photos, des trucs de photos. Est-ce que ça ne dépend pas beaucoup du maire, au final ? Une fois qu'il a fait l'annonce, non, ça dépend de la population qu'on rencontre. Il y a ceux qui ouvrent la porte, qui veulent bien discuter, qui s'intéressent, qui regardent. Et, il y en a qui ne veulent pas. Bon, on ne force pas non plus. Hein. Et puis, après, quand ils se rendent compte, ils se disent que, oh là là, qu'est-ce que les photos sont belles et qu'est-ce que c'était bien. Merci pour votre accueil. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la présidente de Maison Paysanne des Vosges. Merci aussi à Daniel Leroy, trésorier, et à Jérôme Balland, maraîcher bio à Frémy-Fontaine et membre de l'association. Pour en savoir plus sur la sauvegarde du bâti rural dans les Vosges et partout ailleurs, les erreurs à ne pas commettre, recevoir de bons conseils et pourquoi pas soutenir cette association en adhérant à la délégation de votre département, rendez-vous sur www.maison-paysanne.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre 4 murs et un toit par Benabar, paru sur l'album Reprise des négociations sorti en 2005. Dans nos vieilles maisons, vieilles chansons du patrimoine québécois par le groupe La Bottine Souriante, paru sur l'album Anthologie sorti en 2001. Et enfin Les Vosges par l'enfant du pays Dominique Walter, un clip vidéo publié sur YouTube en 2012. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.